L'eau au large de la côte sud d'Oahu était noire et presque parfaitement immobile à 3h30 du matin, le 7 décembre 1941. Il n'y avait pas de lune. Il n'y avait aucune lumière à l'horizon, ni de la côte, ni du port, ni d'un autre navire. Il n'y avait que la longue et lente houle du Pacifique, montant et descendant dans l'obscurité, soulevant et abaissant un cylindre d'acier à peine plus large que les épaules d'un homme, fixé sur le pont arrière d'un sous-marin beaucoup plus grand. À l'intérieur de ce cylindre, 2 hommes étaient accroupis dans un espace plus petit que la cabine d'un camion de livraison. L'enseigne de vaisseau Kazuo Sakamaki avait 23 ans. Il était resté éveillé l'essentiel de la nuit. À ses côtés, si proches que leurs épaules se touchaient presque, l'adjudant-chef Kiyoshi Inagaki manipulait les commandes dans une obscurité quasi totale. Autour d'eux, la coque sentait l'huile de machine, les joints en caoutchouc et le léger goût métallique de l'eau de mer qui ne quitte jamais tout à fait un sous-marin. Il n'y avait pas de place pour se tenir debout. Il y avait à peine de la place pour se retourner. L'engin dans lequel ils étaient assis mesurait tout juste 23,7 mètres de long. Et dans cette longueur, les concepteurs avaient logé 2 torpilles, 2 hommes, une batterie d'accumulateurs électriques et une seule charge explosive destinée à détruire le bâtiment lui-même une fois la mission accomplie. Le sous-marin n'était jamais censé revenir. Les hommes non plus, au sens le plus littéral du terme. Lorsque les fixations en acier se relâchèrent et que le sous-marin de poche glissa du pont de son navire porteur, le sous-marin de flotte I-24, Sakamaki sentit la petite embarcation s'enfoncer dans l'eau sous son propre poids, sentit la houle s'en emparer, sentit le mouvement étrange et nouveau d'un navire qui se trouvait soudainement, totalement, livré à lui-même. À environ 16 km devant lui, toujours endormi sous l'obscurité hawaïenne, reposaient les cuirassés ancrés de la flotte du Pacifique des États-Unis, alignés le long de l'allée des cuirassés dans des eaux que la marine impériale japonaise étudiait depuis des mois. Les avions, les appareils dont l'histoire se souviendrait, ceux qui inscriraient cette date dans tous les manuels, n'arriveraient au-dessus de leur tête que dans 4h30. La guerre, telle que le récit populaire la rapporte, n'avait pas encore commencé. Mais elle l'avait fait. Elle commençait ici, dans le noir, à des kilomètres des aérodromes, avec un instrument en panne et un jeune homme à qui l'on avait déjà dit, en termes clairs, qu'il ne survivrait pas à la journée dans laquelle il s'élançait. Ceci est l'histoire de ces 5 sous-marins. C'est l'histoire de la façon dont ils ont été construits en secret, de ce qu'on leur a demandé de faire et de la raison pour laquelle 9 des 10 hommes qui les montaient envers Pearl Harbor ne sont jamais rentrés chez eux. Et c'est l'histoire du 10e homme, celui qui a survécu, et des 58 années qu'il a passées ensuite à essayer de comprendre ce qu'un survivant doit aux morts. Si vous trouvez de la valeur dans ma chaîne, merci de considérer de vous abonner. Dans les années précédant la guerre, la marine impériale japonaise se préparait à un combat qu'elle avait fini par croire inévitable, et elle se préparait dans des lieux où presque personne ne pouvait voir, le long des petites îles et des bras de mer calmes et semblables à des fjords de la mer intérieure de Seto, cette étendue d'eau abritée entre les principales îles japonaises, derrière des clôtures, des portes gardées et la discrétion d'un service qui plaçait le secret au-dessus de presque tout, des ingénieurs japonais construisaient quelque chose qui ne figurait dans aucun registre public de navires de guerre. Ils lui avaient donné un nom conçu pour signifier le moins de choses possible. Ils l'appelaient le type Ako Hyoteki. L'expression se traduisait approximativement par « engin cible, type A », un camouflage bureaucratique délibéré, un nom choisi pour suggérer un navire utilisé pour l'entraînement au tir, quelque chose sur lequel les grands navires tirèrent leurs munitions d'exercice. Une cible, rien de plus. Ce n'était pas une cible, c'était un sous-marin de poche, et il ne ressemblait à rien de ce que les autres marines du monde possédaient à l'époque. Le Koyoteki mesurait un peu moins de 24 mètres de la proue à la poupe, avec une coque de moins de 2 mètres de large à son point le plus large, dans la section centrale. Posé sur sa quille, du bas de la coque au sommet du kiosque, il ne s'élevait qu'à un peu plus de 3 mètres. En immersion, l'engin complet déplaçait tout juste 46 tonnes. Pour donner une idée des proportions, un sous-marin de flotte océanique standard de l'époque était plusieurs fois plus grand dans chaque dimension. Cet engin était assez petit pour être transporté sur le dos du pont d'un sous-marin plus grand, convoyé à travers des milliers de kilomètres d'océan, puis relâché à portée de frappe d'une cible qu'il n'aurait jamais pu atteindre par ses propres moyens. Mais sa taille n'était pas sa seule caractéristique inhabituelle. Entassée dans cette coque étroite se trouvait une rangée de batteries électriques
qui donnait au petit bâtiment une vitesse remarquable pour ses dimensions. Lors d'une courte accélération maximale sous l'eau, il pouvait distancer les sous-marins beaucoup plus grands qui le transportaient. Il était armé de 2 torpilles, logées dans 2 tubes encastrés dans la proue, et il transportait une charge de sabordage, environ 140 kg d'explosifs, intégrés dans un seul but. Garantir que si l'engin était un jour perdu, capturé ou échoué là où des mains ennemies pourraient l'atteindre, il ne resterait rien d'intact que quiconque puisse étudier. Ce dernier détail vous révèle presque tout sur le programme. La marine n'était pas seulement prudente à l'égard de ses sous-marins, elle était obsessionnelle. Les hommes qui s'y entraînaient le faisaient dans l'isolement, coupés du reste de la flotte. Leurs familles n'étaient pas informées de leurs activités. Leurs mouvements étaient restreints et surveillés. L'effort tout entier existait dans une sorte d'ombre administrative, une arme au nom trompeur, construite sur des îles cachées, servie par des hommes qui avaient effectivement disparu de la vie navale ordinaire. Et le secret ne visait pas seulement à protéger une pièce de technologie, il s'agissait de protéger un plan. Car le type Ako Yoteki avait été construit, l'entraînement effectué et les réglages affinés en vue d'une matinée spécifique. Le plan était Pearl Harbor, et ces sous-marins devaient être la lame silencieuse glissée sous la surface du port, pendant que l'attention du monde était fixée sur le ciel. Le moment venu de désigner les équipages pour l'opération de Pearl Harbor, la marine n'a pas fait appel à des volontaires, du moins pas au sens où ce mot est normalement entendu. Kazuo Sakamaki a écrit plus tard à ce sujet avec une honnêteté qui, aujourd'hui encore, est saisissante à lire. Les hommes de l'unité d'attaque spéciale, expliquait-il, n'étaient pas des volontaires. Ils avaient reçu l'ordre d'accomplir leur mission, et il était vrai qu'aucun d'entre eux ne s'y opposa. Mais Sakamaki prit soin d'expliquer exactement pourquoi aucun d'entre eux ne s'y opposa, car les raisons comptaient. S'y opposer entraînait de sévères punitions. Au-delà de cela, on attendait simplement d'un homme qu'il se sente honoré d'avoir été choisi. Le refus était presque impensable dans la culture de l'armée. Les hommes n'ont donc pas refusé. Leur consentement, tel quel, avait été arrangé pour eux à l'avance par tout ce qu'ils avaient été élevés et entraînés à croire. La sélection elle-même suivait une logique froide, délibérée et, une fois comprise, véritablement glaçante. Sakamaki a décrit les 24 hommes choisis dans l'ensemble de la marine japonaise comme partageant un petit ensemble de traits. Ils possédaient une force corporelle et une énergie physique. Ils avaient de la détermination et ce qu'il appelait l'esprit combatif. Et, c'est le critère qui marque l'esprit, ils étaient choisis pour leur absence de charge familiale. Ils étaient célibataires. Et ils étaient issus de familles nombreuses. Le raisonnement derrière cette exigence était d'une arithmétique brutale. Un jeune homme ayant beaucoup de frères pouvait être sacrifié sans interrompre la lignée de sa famille. Ses parents ne se retrouveraient pas sans enfants. Son nom perdurerait à travers ses frères et sœurs. La marine, en termes clairs, sélectionnait des jeunes hommes dont la mort coûterait le moins cher à leur famille, calculant le deuil et la lignée comme un fourrier calcule l'approvisionnement. Ce n'étaient pas des hommes que la marine s'attendait à perdre. C'étaient les hommes dont la marine avait déjà décidé qu'elle pouvait se permettre de les perdre. Kazuo Sakamaki correspondait presque parfaitement au profil. Il était né le 8 novembre 1918, dans ce qui fait aujourd'hui partie de la ville d'Awa, dans la préfecture de Tokushima, sur l'île de Shikoku, l'un des 8 fils de sa famille. Il avait été diplômé de l'Académie navale impériale du Japon en 1940, au sein de la 68e promotion, jeune officier au début de ce qui aurait dû être une longue carrière. Il était fort, il était célibataire, et il avait 7 frères. Selon la sinistre comptabilité de la marine, il était un candidat idéal, choisi en partie, précisément en raison du nombre de frères et sœurs qui se tenaient derrière lui pour absorber la perte. Parmi ces 24 hommes, 10 furent sélectionnés pour l'équipage de l'opération de Pearl Harbor, 5 officiers et 5 sous-officiers, appariés par 2 par sous-marin, 5 sous-marins en tout. Ils s'entraînèrent pour une opération dont on leur dit, sans euphémisme, qu'ils n'étaient pas censés revenir. Ils prévoyaient, selon la propre description ultérieure de Sakamaki, de mener leur attaque sans aucun espoir de revenir vivants. Dans le langage privilégié de la marine, ils étaient une force d'attaque spéciale. En langage plus clair, ils étaient 10 jeunes hommes à qui l'on demandait de mourir, et ils le comprenaient parfaitement, bien avant que l'un d'eux n'aperçoive la ligne verte de la côte hawaïenne. À 11 heures du soir, le 6 décembre 1941, Kazuo Sakamaki et Kiyoshi Nagaki montèrent dans leur sous-marin de poche pour ce qui serait la dernière fois. L'engin était fixé sur le pont arrière de l'I-24
l'un des 5 grands sous-marins de flotte, qui avait traversé des milliers de kilomètres dans le Pacifique pour prendre position en un large cercle autour de l'île d'Oahu. Le rôle de ces sous-marins porteurs était simple et définitif. Transporter les sous-marins de poche à proximité, les relâcher dans l'obscurité et laisser le reste aux équipages de 2 hommes travaillant entièrement seuls. Le plan sur papier possédait une certaine élégance. Les 5 petits sous-marins se glisseraient vers Pearl Harbor à la faveur de l'obscurité avant que l'attaque aérienne ne commence. Ils pénétreraient dans le port, passant les patrouilles, passant les défenses, et se poseraient discrètement au fond pour attendre. Puis, quand les avions arriveraient au-dessus et que le port sombrerait dans la fumée et la confusion, les sous-marins de poche remonteraient du fond marin, tireraient leurs torpilles dans le chaos sur les cuirassés ancrés, plongeraient à nouveau et s'éclipseraient par le même chemin. Au large, sous l'obscurité de la nuit suivante, les sous-marins porteurs attendraient à un point de rendez-vous pour les récupérer. C'était un plan qui exigeait que presque tout se passe sans accroc. Il exigeait une navigation précise dans des eaux inconnues et lourdement défendues. Il exigeait de la furtivité face aux destroyers en patrouille et aux filets de protection du port. Il exigeait un équipement fonctionnel. Il exigeait des nerfs solides dans une coque de la taille d'un cercueil. Et il exigeait, à la fin, une voie d'évacuation dépendant d'un port en flammes et en plein affolement, qui ne remarquerait pas, d'une manière ou d'une autre, des sous-marins de 2 hommes se frayant un chemin vers la haute mer. Pour Sakamaki, presque rien ne se passa comme prévu. Et les ennuis commencèrent, avant même que son engin ne quitte le pont du navire porteur. Le gyrocompas du sous-marin de poche ne fonctionnait pas. Le gyrocompas était le seul instrument qui indiquait à l'équipage la direction qu'il suivait une fois submergé et effectivement aveugle, la seule pièce d'équipement qui transformait une supposition en un cap. Dans les dernières heures avant le lancement, on s'empressa de le réparer. Il ne put être réparé à temps. La fenêtre se refermait. L'opération était lancée, et ainsi, à 3h30 du matin le 7 décembre, l'ordre fut donné malgré tout. Les fixations se relâchèrent. Le sous-marin de poche glissa du pont de l'I-24 et tomba dans la houle noire du Pacifique. Kazuo Sakamaki était maintenant dirigé vers le mouillage le plus lourdement défendu de l'océan Pacifique, dans le noir, dans un engin à peine plus large que son propre corps, sans aucun moyen fiable de savoir vers quelle direction il était tourné. Tout ce qui suivit découla de ce seul instrument défectueux et de la décision de lancer l'attaque malgré tout. Ce qui vint ensuite ne fut pas une bataille. Ce furent des heures d'échecs lents, broyants et accumulés. Sans compas fonctionnels, Sakamaki et Inagaki en étaient réduits aux conjectures en 3 dimensions. Pour vérifier leur position, pour apprendre quoi que ce soit sur l'endroit où ils se trouvaient et la direction qu'ils prenaient, Sakamaki devait faire remonter le sous-marin vers la surface et sortir le périscope. Et chaque fois qu'il faisait cela, il exposait l'engin aux yeux des navires américains patrouillant aux abords de Pearl Harbor. Chaque regard risquait la découverte. Mais sans ces regards, les 2 hommes étaient simplement perdus dans l'obscurité. C'était un taux de change impossible. L'information contre la sécurité, et jamais assez de l'une ou de l'autre. Le petit sous-marin tâtonna vers l'entrée du port. À 3 reprises, il heurta les récifs coralliens qui garnent ce littoral. 3 fois la coque racla, frissonna et grinça contre la roche qui ne cédait pas. Les collisions n'étaient pas mineures. Elles causèrent de réels dommages structurels, et elles les causèrent à la pire partie possible de l'engin. La section avant, où les tubes lance-torpilles rear logés dans la proue, fut écrasée et paralysée par les chocs. Les 2 armes que toute la mission avait pour but de livrer étaient en train d'être détruites contre le récif avant même qu'une seule ne puisse être tirée sur quoi que ce soit. Et à présent, le port n'était plus endormi. C'est l'un des faits les plus discrets du 7 décembre, souvent occultés par les images d'avions, que les premiers coups de feu de la guerre du Pacifique n'ont pas été tirés par des avions, et n'ont pas été tirés sur des avions. Ils ont été tirés sur l'un de ces sous-marins de poche. Tôt le matin, avant que l'attaque aérienne ne commence, le destroyer USS Ward avait repéré un périscope suivant un navire de ravitaillement américain près de l'entrée du port. Le Ward ouvrit le feu, frappa le petit sous-marin à la base de son kiosque et l'envoya par le fond avec son équipage de 2 hommes à bord. Ce sous-marin de poche, identifié plus tard comme le HA-20, fut le premier navire coulé sur le théâtre du Pacifique et la première perte infligée par les Américains de toute la guerre du Pacifique. Il coula avant que les bombes ne tombent. Sakamaki n'en savait rien. Il ne savait que ce qui se passait à l'intérieur et immédiatement autour de sa propre coque.
que son engin était malmené, que ses torpilles étaient presque certainement inutilisables et que les eaux autour de lui se remplissaient progressivement de navires ennemis à mesure que la matinée s'éclaircissait. Puis, vers 8h17 du matin, quelques minutes seulement après que les bombes eurent commencé à tomber sur Pearl Harbor même, un destroyer américain le repéra. Les sources ne s'accordent pas parfaitement sur l'identité du navire. Il s'agissait du Helm ou d'un autre destroyer opérant aux abords encombrés du port, et le récit historique conserve honnêtement cette incertitude, plutôt que de la trancher. Ce qui est clair, c'est ce que le navire de guerre a fait. Il a ouvert le feu sur le sous-marin de poche là où il se trouvait, coincé contre le récif. Les obus eux-mêmes manquèrent la petite cible. Mais la commotion des explosions dans l'eau suffit à produire deux effets simultanés. Elle fit perdre connaissance à Kazuo Sakamaki et libéra son sous-marin désemparé du rocher qui le retenait. Il reprit ses esprits à l'intérieur d'un engin qui n'était plus échoué et qui n'était plus sous le contrôle réel de quiconque. Il dérivait simplement, à demi détruit, emporté par le courant autour de l'île. Les heures qui suivirent furent une lente descente vers ce qui finit par ressembler davantage à un tombeau qu'à un navire. Les chocs répétés contre le récif et les tirs d'obus avaient fissuré la structure du sous-marin. Quelque part dans la coque, l'eau de mer s'infiltrait dans les compartiments abritant le banc de batteries électriques. C'est un danger particulier et bien connu dans un sous-marin, et ses conséquences ne sont pas négligeables. Lorsque l'eau de mer entre en contact avec l'acide des batteries, la réaction chimique produit du chlore gazeux, une vapeur pâle, étouffante et toxique. À l'intérieur de la coque étroite, ce gaz commença à s'accumuler. Sakamaki et Inagaki, déjà épuisés par une nuit sans sommeil, déjà meurtris par le récif et la commotion des profondeurs, se retrouvèrent à la merci de l'air lui-même. Ils s'évanouissaient à mesure que le chlore s'accumulait autour d'eux, revenaient vaguement à la conscience, luttaient avec les commandes d'un sous-marin qui répondait à peine, puis perdaient à nouveau connaissance tandis que le poison faisait son œuvre. Et pendant que les deux hommes oscillaient entre veille et ténèbres à l'intérieur de la coque, le sous-marin dérivait vers l'est le long de la côte d'Oahu. À la surface, au-dessus d'eux, les destroyers américains avaient enregistré la menace et la traquaient, larguant des grenades sous-marines sur l'engin désemparé tout au long de la journée. Les hommes à l'intérieur endurèrent tout cela de manière semi-consciente, dans une coque pleine de gaz toxiques, quelque part entre le réveil et l'oubli. À la tombée de la nuit, la mission était terminée dans tous les sens du terme. Les torpilleuses ne pouvaient plus être tirées. Les tubes qui les contenaient avaient été écrasés contre le récif. Le compas était mort depuis avant le lancement. La coque était empoisonnée. Et le rendez-vous avec le sous-marin porteur, cette promesse mince et lointaine de récupération et d'évasion, n'allait désormais jamais avoir lieu. Aucune partie du plan élégant n'avait survécu au contact de la nuit. Il restait une tâche à accomplir, celle que la marine avait intégrée à la conception dès le départ. Le sous-marin transportait sa charge de sabordage précisément pour un moment comme celui-ci, pour détruire l'engin, afin que ses secrets, les secrets que tout le programme avait été bâti pour protéger, ne puissent jamais être étudiés par l'ennemi. Sakamaki régla la charge explosive. Inagaki et lui se mirent alors à l'eau au large de Waimanalo, sur la côte est de l'île, avec l'intention de nager vers le rivage pendant que la charge ferait son œuvre derrière eux. La charge n'explosa pas. Que ce soit à cause des dégâts des eaux, d'un détonateur défectueux ou d'une défaillance du mécanisme, l'explosif censé rayer le sous-marin de poche de l'existence ne parvint tout simplement pas à détonner. L'engin ne fut pas pulvérisé. Il ne coula pas. Il resta intact, dérivant, meurtri mais entier, vers la plage. Le seul dénouement que le secret obsessionnel du programme avait été conçu par-dessus tout pour empêcher était en train de se produire dans le ressac noir, au large de Waimanalo. Les récits indiquent que Sakamaki, réalisant que la charge avait échoué, retourna à la nage vers le sous-marin pour comprendre pourquoi. Dans cet effort, privé d'oxygène, vidé de ses forces, ayant déjà passé une journée à être empoisonné, il perdit connaissance une fois de plus. Et cette fois, la mer prit simplement la décision pour lui. Le courant l'emporta, inconscient et seul, vers le sable de Waimanalo Beach. Kiyoshi Inagaki n'atteignit pas le rivage vivant. Son corps fut retrouvé échoué sur la côte le lendemain. Le matin du 8 décembre 1941, le lendemain de l'attaque, un soldat américain nommé Caporal David Akui effectuait une patrouille le long de Waimanalo Beach. Akui était lui-même d'origine japonaise, membre de la garde nationale d'Hawaï. Alors qu'il se déplaçait sur le sable, il aperçut quelque chose dans le ressac au bord de l'eau. Selon un récit,
Il prit d'abord la forme sombre pour une tortue de mer sortant des vagues. Ce n'était pas une tortue, c'était un homme, un officier de la marine japonaise, à demi noyé, échoué et inconscient sur une plage américaine le lendemain matin de l'attaque lancée par son pays. Kazuo Sakamaki avait survécu, et en survivant, il était devenu ce qui, dans le monde où il avait été élevé, était considéré comme presque pire que la mort. Il était désormais le prisonnier de guerre numéro 1, le premier membre des forces armées japonaises à être capturé par les forces des États-Unis au cours de la Seconde Guerre mondiale. L'homme qui avait été choisi pour une mission suicide était devenu le premier prisonnier de la guerre. Sur les 10 hommes qui avaient monté les 5 sous-marins de poche vers Pearl Harbor, 9 étaient maintenant morts, y compris Inagaki, l'homme qui s'était tenu aux commandes aux côtés de Sakamaki tout au long de cette longue épreuve. Les 5 sous-marins furent tous perdus, et pour autant que les archives historiques puissent l'établir, aucun d'entre eux ne réussit à endommager un navire américain d'une manière qui aurait changé le cours de la bataille. Les dégâts à Pearl Harbor furent causés depuis les airs. L'opération des sous-marins de poche, jugée strictement comme une action militaire, avait échoué presque totalement. Une grande dose de planification minutieuse, un secret profond et 9 vies, dépensées pour pratiquement rien. Mais la survie de Sakamaki créa un problème bien plus profond que n'importe quel bilan militaire. Il avait été élevé et formé au sein d'une culture militaire façonnée par le Bushido, le code du guerrier qui considérait que la mort était nettement préférable à la honte de la capture. Selon les termes de ce code, un officier capturé était une infamie et la marine le traita en conséquence. Dans les registres de la marine impériale japonaise, Kazuo Sakamaki fut purement et simplement effacé. Il fut rayé des cadres. Officiellement, la position de la marine était qu'il avait cessé d'exister. Son sous-marin, en revanche, était sur le point de devenir extrêmement visible. L'engin HA-19 intact, celui que la charge de sabordage défaillante avait laissé entier, fut récupéré par les forces américaines et expédié vers les États-Unis continentaux en janvier 1942. Là, il fut envoyé en tournée à travers le pays. Les gens payaient pour le voir. L'accès pour voir le sous-marin se faisait par l'achat de bons de guerre et de timbres d'épargne. À un moment donné, le petit bâtiment fut même stationné brièvement devant le Capitole des États-Unis à Washington, exposé au public. Le sous-marin qui avait été conçu dans le secret absolu sur des îles cachées, le navire dont l'existence même avait été protégée par la marine avec une telle férocité, finit sa vie active comme attraction de collecte de fonds américaine, ses secrets n'ayant pas été détruits, mais vendus pour le prix d'un bon de guerre. Kazuo Sakamaki comprit, immédiatement et totalement, ce que sa survie signifiait. Et au début, il ne put le supporter. Placé sous la garde des Américains et transféré sur Sand Island, il demanda à ses ravisseurs la permission de se suicider. La demande fut rejetée. Considérez toute la portée de ce moment. Voici un homme qui avait été choisi pour cette mission précisément parce que sa mort coûterait relativement peu à sa famille. Un homme entraîné à considérer la capture comme le déshonneur le plus profond qu'un soldat puisse subir. Et on lui refusait maintenant jusqu'à cette mort que sa propre culture lui disait devoir. Il était maintenu en vie contre toute la logique de ce qu'on lui avait appris à croire concernant l'honneur, le devoir et la fin appropriée de l'histoire d'un soldat. Il passa le reste de la guerre à circuler dans une série de camps de prisonniers de guerre sur le continent américain, Wisconsin, Tennessee, Louisiane, Texas, transférés de l'un à l'autre. La vie dans ces camps n'était pas celle que l'imaginaire populaire pourrait supposer. Les prisonniers se voyaient proposer une forme d'éducation étrange et presque douce, une université d'internement, informelle, avec des conférences sur l'anglais, la géographie, le commerce et l'agriculture, la musique, et même sur la poésie japonaise et les écritures bouddhistes. Un homme pouvait, s'il le choisissait, passer ses années de captivité à apprendre. Et quelque part, au fil de ces longues années, quelque chose en Kazuo Sakamaki changea. Le jeune officier qui avait piloté une arme sans retour vers Pearl Harbor, l'homme qui avait supplié ses ravisseurs de le laisser mourir, devint lentement, silencieusement, un homme engagé, profondément et de façon permanente, dans le pacifisme. La transformation ne fut pas bruyante. Elle ne fut pas mise en scène pour autrui. Ce ne fut pas une conversion dramatique unique. Elle s'installa simplement en lui au cours de la longue période de captivité, prit racine et ne le quitta plus jamais par la suite. Le code qui lui avait autrefois ordonné de mourir avait été remplacé au fil des ans par quelque chose qui lui dictait le contraire. À la fin de la guerre, Sakamaki fut rapatrié au Japon.
Il revint dans un pays physiquement en ruine et avec une réputation personnelle qui, dans certains milieux, ne se remettrait jamais complètement. Il écrivit plus tard avoir reçu du courrier de compatriotes japonais le dénonçant, des lettres le condamnant pour ne pas s'être tué lorsque la capture menaçait, pour avoir choisi, bien qu'involontairement, de rester en vie. La honte que la marine lui avait formellement assignée ne se dissipa pas simplement à la fin de la guerre. Certains de ses propres concitoyens s'en saisirent et la portèrent en son nom, s'assurant qu'il sache qu'il la portait. Et pourtant, l'histoire ne se termine pas dans le déshonneur. Elle s'oriente, de manière inattendue et à contre-courant de la façon dont elle a commencé, vers une vie ordinaire. Et cette banalité, compte tenu de tout ce qui l'a précédé, constitue en soi une forme de déclaration silencieuse. De retour au Japon après la guerre, Sakamaki vit une femme travailler dans le champ d'un voisin. Le récit rapporte qu'il tomba amoureux d'elle au premier regard. Elle et sa mère s'étaient récemment réinstallées dans leur maison ancestrale, la maison voisine de celle de Sakamaki, après que le père et le frère de la femme eurent été tués lors du bombardement atomique d'Hiroshima. Deux vies façonnées par les extrémités opposées de la même guerre, déposées côte à côte par le hasard de l'emplacement des vieilles maisons de leur famille. Il y a ici un détail sur lequel il est difficile de ne pas s'arrêter. Sakamaki, avant de s'engager dans le mariage, aurait examiné les documents de la femme, un certificat de santé, ses relevés de notes académiques, une brève biographie, un certificat de ses antécédents familiaux, tous formellement certifiés exacts. Sur le papier, pris isolément, cela semble incroyablement froid. Mais c'était aussi, à sa manière, l'instinct prudent et méthodique d'un homme formé par une époque particulière, un pays particulier et un entraînement particulier. Cette même minutie, mais désormais détournée des armes et orientée vers la construction d'une vie. Ils se marièrent le 15 août 1946, le premier anniversaire de la fin de la guerre. Il vaut la peine de s'arrêter un instant sur ce fait. Un homme qui avait été envoyé, dans une coque d'acier scellée, pour aider à ouvrir cette guerre, choisit de se marier à la date exacte qui marquait sa clôture. Que ce soit par dessein ou par un instinct qu'il n'expliqua jamais, il lia le début de sa vie avec cette femme au jour où les tueries cessèrent. Il nomma son fils aîné Kiyoshi. On pense généralement qu'il choisit ce prénom en mémoire de Kiyoshi Inagaki, le coéquipier qui s'était tenu accroupi aux commandes à ses côtés dans le sous-marin de poche pendant toute cette journée de dérive empoisonnée et dont le corps s'était échoué à Waimanalo. Le garçon qui portait ce nom n'eut pas une enfance facile. Il fut critiqué par certains de ses pairs comme étant le fils d'un lâche, contraint de porter une part de la honte assignée à son père. Mais il y a un revirement même là-dedans. Des années plus tard, après que le jeune Kiyoshi eut appris la véritable origine de son propre nom, apprenant qu'il avait été nommé d'après un mort que son père avait porté en lui toute sa vie, il commença à s'exprimer publiquement sur l'expérience de son père, plaidant pour la compréhension et le pardon envers des hommes qui avaient été soumis à quelque chose, se situant bien au-delà des limites de l'expérience humaine ordinaire. Kazuo Sakamaki rejoignit la Toyota Motor Corporation. C'est une phrase presque déroutante à écrire après tout ce qui précède. L'arme secrète, le compas brisé, le gaz chloré, les supplications pour mourir sur Sand Island. Mais l'anglais que Sakamaki avait absorbé pendant ses années de prisonnier de guerre s'avéra être un atout véritablement utile dans le Japon d'après-guerre, et cela le mena vers les opérations d'exportation de Toyota. Il y réussit brillamment. Il gravit régulièrement les échelons de l'entreprise, et en 1969, il fut nommé président de la filiale brésilienne de Toyota, envoyé pour superviser les opérations de fabrication de l'autre côté du monde, aussi loin de Tokyo et d'Honolulu qu'une vie professionnelle pouvait le mener. Kazuo Sakamaki comprit, immédiatement et totalement, ce que sa survie signifiait, et au début, il ne put le supporter. Placé sous la garde des Américains et transféré sur Sand Island, il demanda à ses ravisseurs la permission de se suicider. La demande fut rejetée. Considérez toute la portée de ce moment. Voici un homme qui avait été choisi pour cette mission, précisément parce que sa mort coûterait relativement peu à sa famille, un homme entraîné à considérer la capture comme le déshonneur le plus profond qu'un soldat puisse subir, et on lui refusait maintenant jusqu'à cette mort que sa propre culture lui disait devoir. Il était maintenu en vie contre toute la logique de ce qu'on lui avait appris à croire concernant l'honneur, le devoir et la fin appropriée de l'histoire d'un soldat. Il passa le reste de la guerre à circuler dans une série de camps de prisonniers de guerre sur le continent américain, Wisconsin, Tennessee, Louisiane, Texas, transférés de l'un à l'autre. La vie dans ces camps n'était pas celle que l'imaginaire populaire pourrait supposer.
les prisonniers se voyaient proposer une forme d'éducation étrange et presque douce, une université d'internement informelle, avec des conférences sur l'anglais, la géographie, le commerce et l'agriculture, la musique, et même sur la poésie japonaise et les écritures bouddhistes. Un homme pouvait, s'il le choisissait, passer ses années de captivité à apprendre. Et quelque part, au fil de ces longues années, quelque chose en Kazuo Sakamaki changea. Le jeune officier qui avait piloté une arme sans retour vers Pearl Harbor, l'homme qui avait supplié ses ravisseurs de le laisser mourir, devint lentement, silencieusement, un homme engagé, profondément et de façon permanente dans le pacifisme. La transformation ne fut pas bruyante, elle ne fut pas mise en scène pour autrui. Ce ne fut pas une conversion dramatique unique. Elle s'installa simplement en lui au cours de la longue période de captivité, prit racine et ne le quitta plus jamais par la suite. Le code qui lui avait autrefois ordonné de mourir avait été remplacé, au fil des ans, par quelque chose qui lui dictait le contraire. À la fin de la guerre, Sakamaki fut rapatrié au Japon. Il revint dans un pays physiquement en ruine et avec une réputation personnelle qui, dans certains milieux, ne se remettrait jamais complètement. Il écrivit plus tard avoir reçu du courrier de compatriotes japonais le dénonçant, des lettres le condamnant pour ne pas s'être tué lorsque la capture menaçait, pour avoir choisi, bien qu'involontairement, de rester en vie. La honte que la marine lui avait formellement assignée ne se dissipa pas simplement à la fin de la guerre. Certains de ses propres concitoyens s'en saisirent et la portèrent en son nom, s'assurant qu'il sache qu'il la portait. Et pourtant, l'histoire ne se termine pas dans le déshonneur. Elle s'oriente, de manière inattendue et à contre-courant de la façon dont elle a commencé, vers une vie ordinaire. Et cette banalité, compte tenu de tout ce qui l'a précédé, constitue en soi une forme de déclaration silencieuse. De retour au Japon après la guerre, Sakamaki vit une femme travailler dans le champ d'un voisin. Le récit rapporte qu'il tomba amoureux d'elle au premier regard. Elle et sa mère s'étaient récemment réinstallées dans leur maison ancestrale, la maison voisine de celle de Sakamaki, après que le père et le frère de la femme eurent été tués lors du bombardement atomique d'Hiroshima. Deux vies façonnées par les extrémités opposées de la même guerre, déposées côte à côte par le hasard de l'emplacement des vieilles maisons de leur famille. Il y a ici un détail sur lequel il est difficile de ne pas s'arrêter. Sakamaki, avant de s'engager dans le mariage, aurait examiné les documents de la femme, un certificat de santé, ses relevés de notes académiques, une brève biographie, un certificat de ses antécédents familiaux, tous formellement certifiés exacts. Sur le papier, pris isolément, cela semble incroyablement froid, mais c'était aussi, à sa manière, l'instinct prudent et méthodique d'un homme formé par une époque particulière, un pays particulier et un entraînement particulier. Cette même minutie, mais désormais détournée des armes et orientée vers la construction d'une vie. Ils se marièrent le 15 août 1946, le premier anniversaire de la fin de la guerre. Il vaut la peine de s'arrêter un instant sur ce fait. Un homme qui avait été envoyé dans une coque d'acier scellée pour aider à ouvrir cette guerre, choisit de se marier à la date exacte qui marquait sa clôture. Que ce soit par dessein ou par un instinct, qu'il n'expliqua jamais, il lia le début de sa vie avec cette femme au jour où les tueries cessèrent. Il nomma son fils aîné Kiyoshi. On pense généralement qu'il choisit ce prénom en mémoire de Kiyoshi Nagaki, le coéquipier qui s'était tenu accroupi aux commandes à ses côtés dans le sous-marin de poche pendant toute cette journée de dérive empoisonnée, et dont le corps s'était échoué à Waimanalo. Le garçon qui portait ce nom n'eut pas une enfance facile. Il fut critiqué par certains de ses pairs comme étant le fils d'un lâche, contraint de porter une part de la honte assignée à son père. Mais il y a un revirement même là-dedans. Des années plus tard, après que le jeune Kiyoshi eut appris la véritable origine de son propre nom, apprenant qu'il avait été nommé d'après un mort que son père avait porté en lui toute sa vie, il commença à s'exprimer publiquement sur l'expérience de son père, plaidant pour la compréhension et le pardon envers des hommes qui avaient été soumis à quelque chose se situant bien au-delà des limites de l'expérience humaine ordinaire. Kazuo Sakamaki rejoignit la Toyota Motor Corporation. C'est une phrase presque déroutante à écrire après tout ce qui précède, l'arme secrète, le compas brisé, le gaz chloré, les supplications pour mourir sur Sand Island. Mais l'anglais que Sakamaki avait absorbé pendant ses années de prisonnier de guerre s'avéra être un atout véritablement utile dans le Japon d'après-guerre, et cela le mena vers les opérations d'exportation de Toyota. Il y réussit brillamment, il gravit régulièrement les échelons de l'entreprise, et en 1969, il fut nommé président de la filiale brésilienne de Toyota,
envoyé pour superviser les opérations de fabrication de l'autre côté du monde, aussi loin de Tokyo et d'Honolulu qu'une vie professionnelle pouvait le mener. Un reporter qui l'avait retrouvé à São Paulo vers le 40e anniversaire de Pearl Harbor découvrit, à cette époque, un homme d'affaires d'une 60aine d'années, réticent, voire un peu las, d'être invité à revisiter l'événement qu'il avait autrefois rendu brièvement et involontairement célèbre. Interrogé sur ce qu'il avait ressenti en étant à la pointe même d'une attaque aussi historique, Sakamaki répondit qu'il ne se souvenait d'aucune émotion particulière sur le moment, seulement du désir ordinaire de tout soldat de gagner le combat qui se présentait à lui. Il se décrivit, avec le recul de 4 décennies, comme une petite pièce dans une grande machine. Son devoir lui avait été assigné par l'état-major, dit-il, et il s'était efforcé de l'accomplir aussi honnêtement que possible. Et il déclara, sans détour, qu'il était heureux d'avoir connu la paix durant toutes les années qui suivirent. Il retourna au Japon en 1983 et prit sa retraite en 1987. Pendant environ 45 ans, Sakamaki refusa de discuter publiquement de son service pendant la guerre. Il avait écrit ses mémoires, publiés au Japon sous un titre qui se traduit par 4 ans en tant que prisonnier de guerre numéro 1 et paru aux États-Unis pour le 8e anniversaire de l'attaque, sous le titre plus direct « J'ai attaqué Pearl Harbor ». Mais l'écrire sur une page et en parler à voix haute, devant d'autres personnes, étaient pour lui 2 actes très différents. Un camarade vétéran japonais qui le connaissait résuma la situation aussi bien que possible. Sakamaki, dit-il, éprouvait une multitude de sentiments à l'idée d'être devenu le premier prisonnier de guerre, à une époque où tomber entre les mains de l'ennemi était considéré comme la honte la plus profonde qui soit. Et ce n'étaient pas des sentiments qu'un homme pouvait facilement traduire en mots. Ainsi, pour l'essentiel, il garda le silence, et il le garda pendant près d'un demi-siècle. En 1991, 50 ans après cette matinée noire dans les eaux au large d'Oahu, Kazuo Sakamaki se rendit dans l'État américain du Texas pour assister à une conférence historique. Son sous-marin de poche s'y trouvait, le HA-19, l'engin que la charge de sabordage défaillante avait laissé intact, le sous-marin qui avait fait le tour des États-Unis pour vendre des bons de guerre, le bâtiment dont le refus obstiné d'être détruit avait rendu possible toute l'histoire de Sakamaki, avait, après des années d'exposition en divers lieux, fini par trouver une demeure permanente. Il avait été transféré au Musée national de la guerre du Pacifique à Fredericksburg, au Texas. Il y a dans ce lieu une pertinence difficile à ignorer. Fredericksburg était la ville natale de l'amiral de la flotte Chester Nimitz, le commandant qui allait diriger la guerre navale américaine à travers l'océan même que Sakamaki avait été envoyé pour aider à conquérir. Et c'est ainsi que, un demi-siècle plus tard, l'homme et le sous-marin furent réunis dans la même pièce. D'après les témoignages de ceux qui étaient présents, Sakamaki, le cadre de chez Toyota à la retraite, le pacifiste convaincu, l'homme qui avait gardé le silence pendant 45 ans, pleura lorsqu'il fut mis face à face avec l'engin. 50 ans le séparaient de la dernière fois qu'il l'avait vu. Au cours de ces 50 années, il s'était marié, avait élevé 2 enfants, dirigé des opérations sur 3 continents et vécu une seconde vie entière. Tout cela après s'être accroupi pour la dernière fois dans cette étroite coque d'acier, étouffant sous le chlore, dérivant dans l'obscurité au large de Waimanalo. On ne sait pas précisément ce qu'il a dit devant le sous-marin, s'il a dit quoi que ce soit. Peut-être n'y avait-il tout simplement rien d'adéquat à dire. Se tenir devant le HA-19 revenait, en un sens réel, à se tenir devant lui-même à l'âge de 23 ans, le jeune homme qui avait été choisi parce qu'il avait 7 frères et pouvait donc être sacrifié, le jeune homme à qui l'on avait dit qu'il ne reviendrait pas, le jeune homme qui était revenu malgré tout et qui avait ensuite passé le reste de sa vie à essayer de comprendre ce qu'une personne est censée faire d'un tel fait. Kazuo Sakamaki est décédé le 29 novembre 1999 dans la ville de Toyota, au Japon. Il avait 81 ans. Il laissait derrière lui l'épouse qu'il avait mariée le jour anniversaire de la fin de la guerre, ainsi que leurs 2 enfants. Il vaut la peine de s'arrêter pour conclure sur la dimension totale de ce à quoi cet homme a survécu. Pas seulement le récif, le gaz chloré, les grenades sous-marines et le ressac de Waimanalo, bien que cela seul suffirait pour une vie entière. Il a également survécu au fait d'être officiellement déclaré, par son propre pays, comme n'existant plus. Il a survécu aux lettres d'inconnus lui disant qu'il aurait dû mourir plutôt que d'être capturé. Il a survécu au fait d'être la réponse à une sinistre arithmétique militaire, un calcul qui avait pesé sa vie, compté ses frères et jugé qu'il était acceptable de le perdre. Et puis, il a continué à vivre pendant 58 ans de plus.
bien plus longtemps que ce que les 9 hommes morts autour de lui dans ces sous-marins auraient pu imaginer pour eux-mêmes. Jugés en tant qu'armes, les sous-marins de poche de Pearl Harbor furent un échec. Ils ne coulèrent aucun cuirassé. Ils ne changèrent rien à l'issue du 7 décembre. 9 des 10 hommes qui les servaient furent tués pour un gain militaire absolument nul que l'histoire n'a pu identifier. Selon tous les critères qu'une marine utilise pour juger une opération, la mission n'a rien accompli. Mais la longue vie de Sakamaki soulève une question plus difficile. Et c'est la question que je souhaite vous laisser. La marine impériale japonaise a construit ses engins pour qu'ils soient jetables, et elle a choisi ses hommes pour qu'ils soient jetables, partant du principe que certaines vies sont simplement sacrifiables pour une cause. Kazuo Sakamaki, en survivant, a passé le reste de ses jours à démontrer discrètement le contraire. Il n'était pas, finalement, une petite pièce dans une grande machine. L'homme que la marine avait condamné comme sacrifiable a fini par fonder une famille, mener une longue carrière, vivre plus d'un demi-siècle de paix et se tenir en larmes dans un musée au Texas, comme la preuve vivante que la survie n'était pas l'infamie qu'on lui avait autrefois enseignée. Le sous-marin se trouve toujours à Fredericksburg. Les 9 hommes qui ne sont pas revenus n'ont pas de sépulture de ce genre, seulement les eaux sombres au large d'Oahu, là où la guerre a véritablement commencé, des heures avant que le ciel ne se remplisse d'avions. Et celui qui a vécu a passé 58 ans à les porter, jusqu'à ce qu'il dépose finalement son fardeau pour la dernière fois, dans une ville japonaise qui, par coïncidence ou par quelque chose de plus, partage son nom avec l'entreprise qui lui avait donné sa seconde vie. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais sincèrement avoir votre avis dans les commentaires. Sakamaki a été condamné par certains de ses propres compatriotes pour avoir survécu à la capture plutôt que d'avoir choisi la mort. Je vous pose donc la question directement. Croyez-vous qu'un soldat doive sa vie à un code, ou l'homme qui choisit de vivre et qui construit quelque chose de bon et de durable à partir de cette vie, honore-t-il les morts plus véritablement que celui qui meurt pour rien? Je lis chaque commentaire, et sur cette question en particulier, je veux savoir ce que vous en pensez.